Madame Karine Gloanec-Morin, présidente de la commission culture de l'Association des régions de France, et Madame Claire Bernard, conseillère culture de la même association. Et enfin, pour l'Assemblée des départements de France, Madame Catherine Bertin, chef du service culture, éducation, Europe et sport, Madame Mélanie Courriveau, conseillère culture, et Madame Marilène Jouvien, chargée des relations avec le Parlement. Merci, mesdames et messieurs, de vous être déplacés, d'avoir accepté notre invitation à venir travailler et réfléchir avec notre mission d'information commune qui, vous le savez, porte sur les conditions d'emploi dans l'ensemble des métiers artistiques. Bon, on vous a demandé de venir parce qu'il nous a paru important de pouvoir entendre les représentants des principaux financeurs publics des manifestations culturelles que vous représentez, que sont les collectivités territoriales, leur rôle joué en matière d'emploi artistique est de ce fait essentiel. Ça n'est pas à vous que je vais apprendre cette litote. Alors, je suggère peut-être, Monsieur Philippe Laurent, que vous preniez la parole. Je vous indique quelle est la marche à suivre. Nous avons donc jusqu'à 12h30 précise. Je dis précise parce que j'ai un avion à 13h30. Voilà, tout simplement. Mais si jamais ça dépasse le rapporteur qui s'est absenté un instant mais qui va nous rejoindre pourra assumer la fin de la réunion. Je vous propose, si vous êtes d'accord, que vous vous répartissiez la parole ou que vous fassiez l'exposé pendant 20-25 minutes, au terme de quoi le rapporteur d'abord et mes trois collègues, ou peut-être quatre, car je crois que Marcel Rogemont va revenir, Monsieur Pouzol, Madame Carré-Comte, Monsieur Robillard et Monsieur Rogemont qui va revenir, pourront vous interpeller si vous le voulez bien. Voilà, Monsieur Laurent. Bien, merci, Monsieur le Président. D'abord, merci d'avoir associé les collectivités territoriales à votre réflexion pour les raisons que vous avez dites. Donc, je représente avec Vincent Tison donc la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Euh, c'est une association qui regroupe, vous le savez, un grand nombre de collectivités territoriales de toutes catégories qui sont euh, qui sont représentées soit par leur maire ou leur président ou par leur adjoint en charge de la culture ou leur vice-président. Donc nous avons de ce fait une vision, j'allais dire, large et complète de la mise en œuvre, de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de culture par les collectivités territoriales, et puis évidemment également des relations et de ce que nous appelons, nous, la coproduction des politiques publiques en matière de culture entre l'État et les collectivités territoriales. Je rappelle que l'ensemble des budgets culture de l'ensemble des collectivités territoriales représente à peu près 7 milliards d'euros pour 3 milliards d'euros pour l'État. Hein, donc les collectivités territoriales sont d'importants financeurs de la culture dans notre pays. Alors nous avons dans la réflexion qui a précédé cette audition donc élaboré un document que je pourrais vous remettre tout à l'heure, hein, que avec Vincent Tison nous allons résumer très rapidement. D'abord pour vous dire que nous avons bien compris qu'il s'agissait de parler de l'emploi artistique et que nous souhaitons faire la différence entre l'emploi artistique et l'emploi culturel. Ce sont deux choses qui sont donc bien différentes. Bien sûr, les collectivités territoriales sont employeurs directs d'un grand nombre d'emplois culturels, mais qu'il y a aussi des emplois qui sont à la charnière des deux. Et par exemple, ce qui tout ce qui concerne l'enseignement de la musique, par exemple, hein, puisque à la fois, d'ailleurs, ce sont des interrogations, à la fois les enseignants dans les conservatoires, qui sont des fonctionnaires territoriaux pour la plupart, ont aussi une activité artistique, ou en tout cas, voilà, qui n'est pas forcément toujours reconnue. On va insister également sur le fait que les collectivités territoriales sont, en tant que financeurs, mais d'une manière un peu au carrefour hein, d'un certain nombre de démarches et d'emplois
artistiques, même si elles ne sont pas elles-mêmes directement employeurs. Et donc, il y a des conséquences tout à fait directes sur les collectivités territoriales de l'évolution de l'emploi artistique, et notamment, et je pense que nous pourrons l'évoquer, dans le domaine de l'intermittence. C'est un sujet, un dossier qui nous préoccupe particulièrement donc à la FNCC. Je laisse peut-être Vincent donc développer ces différents points. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc oui, effectivement, nous analysons que les collectivités territoriales, dans leur diversité, sont au carrefour des métiers artistiques, d'une part parce qu'elles participent largement au soutien aux pratiques amateurs artistiques, et c'est souvent par là que viennent les vocations qui demain font les artistes, interprètes, font les employés artistiques et les emplois de ce pays. Elles participent aussi pleinement au soutien à des compagnies professionnelles en voie de professionnalisation. Elles les aident à se structurer. Ça passe souvent par le financement, l'accompagnement par les collectivités territoriales, et puis aussi par des soutiens souvent de la part des régions, des départements, sur plusieurs années, notamment à travers la mise en place de contrats aidés, mais qui permettent la structuration d'une compagnie. Elles le sont aussi au carrefour des métiers artistiques parce que nous sommes aussi employeurs directs, évidemment, d'intermittents du spectacle. Pour le GUSO, en 2010, les collectivités territoriales représentaient 18% des employeurs, 87 000 personnes employées cette année-là, auxquelles, si on rajoute les 6% d'établissements publics locaux, eh bien, ça représentait 24%. Donc ça représente une part quand même il s'agit de spectacles occasionnels. C'est ce qui fait la force et la vitalité des saisons culturelles qui émaillent tout le pays, puisque c'est l'embauche directe d'intermittents pour des spectacles. Et puis, dernière entrée, si on peut dire, dans le carrefour, c'est la professionnalisation. Et là, effectivement, nous y sommes attentifs. Ça va, par exemple, sur actuellement le mouvement d'intégration des CFEDEM, c'est-à-dire le centre de formation des enseignants en musique au sein de pôles d'enseignement artistique supérieur. Les collectivités veulent être vigilantes à ce que ce ne soit pas par cette mise en pôle d'enseignement supérieur une sorte de repli vers une sorte d'excellence, par exemple, musicale, mais que ça reste quand même comme le disait le président Laurent, eh bien, des enseignants tournés vers la pratique artistique et qui soient ouverts vers le développement culturel territorial. Et donc, si on n'a pas d'artistes territoriaux, souvent, les artistes que l'on peut employer, que l'on peut solliciter à travers des compagnies, ou même, évidemment, les enseignants musicaux, eh bien, ils ont aussi une part à jouer dans le spectacle vivant dans les territoires. Sachant que 80% environ des musiciens participent aussi à l'enseignement artistique. Donc ils ont quand même une double vocation. Et puis il y a un certain nombre de musiciens intervenants qui là sont des professionnels territoriaux, mais participent pleinement aussi à l'intervention musicale. On a aussi des plasticiens qui interviennent dans des écoles, des comédiens qui interviennent dans des établissements ou dans les villes. Et donc on est directement employeur à ce titre-là. Alors, on a aussi, sur un autre aspect, pu remarquer qu'il y a de plus en plus un développement des métiers et des interventions dans le domaine des arts de la rue. Et qu'à ce titre-là, nous avons remonté le fait qu'il faut pouvoir garantir l'accueil de ce type d'intervention artistique, sachant qu'il y a une charte qui avait été mise en place avec la FNCC, les associations d'élus, le ministère, il y a quelques années, et que la remontée du terrain, ce serait qu'un suivi serait assez faible, voire inexistant, de la mise en application de cette charte, et elle recouvre en fait des modalités concrètes d'accueil pour les différentes compagnies. Enfin, pour ce qui est de la formation, vous le savez certainement, il y a souvent, après, notamment dans le domaine musical, de l'éveil, et puis il y a ensuite des formations à travers des conservatoires. Cela existe aussi évidemment dans le domaine de l'art dramatique et de la danse. Là, il faut noter que l'achèvement en fait, de la dernière loi de décentralisation, sa mise en œuvre sur le terrain, elle a buté pour ce qui est des cycles d'orientation professionnelle des conservatoires, les CEPI, sur différentes difficultés, notamment des difficultés de financement, notamment quand ces CEPI ont été mis en place, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans la région Poitou-Charentes. Ils ont fait preuve de leur pertinence, mais il y a des difficultés à faire aboutir les principes et les volontés de la dernière loi de décentralisation de 2004 dans ce domaine.
Enfin, pour terminer, ce qu'on souhaitait pouvoir vous préciser, c'est que pour nous, la question de la formation des artistes, elle doit aussi pouvoir se compléter avec évidemment une formation initiale, une formation professionnalisante, mais aussi, parce que c'est la réalité de vie de beaucoup de chacun, une formation à l'intervention en milieu scolaire, et peut-être aussi des formations à la gestion de projet, à la gestion de leurs propres droits sociaux, malgré la complexité dont elle peut recouvrer. Donc il est important de pouvoir peut-être former et consolider ces connaissances propres à la mise en œuvre de leur métier. Et pour conclure, on peut vous indiquer que du point de vue des métiers artistiques, on pense qu'un processus de co-construction entre les professionnels, les parlementaires évidemment, l'État et les collectivités territoriales apparaît nécessaire. Nous souhaitons évidemment aujourd'hui pouvoir poursuivre ce travail de partenariat et d'écoute mutuelle. Merci. Merci. Madame Gloannec-Morin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer tous les membres de la Commission et m'associer au remerciement de Philippe Laurent qui vous indique que nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir été sollicités, nous les collectivités, pour apporter notre pierre à votre réflexion. La problématique que vous posez sur l'emploi artistique, bien sûr, il concerne les collectivités, ça a été rappelé par mon collègue Philippe Laurent et par Vincent Tison. Pour nous, les régions, cela se situe surtout à 3 titres. Bien sûr, le soutien à la création qui induit une application sur l'emploi artistique sur les territoires. Des dispositifs spécifiques qui accompagnent l'emploi artistique dont je vous parlerai. Et puis, bien sûr, la formation, puisque c'est une compétence régionale. Et là, on pourra y revenir aussi. Alors, pour faire cette intervention, j'ai sollicité bien sûr des retours, puisque vous avez posé une série de questions qui nous a permis de réunir un certain nombre d'éléments. Et j'ai eu les retours de quelques régions. Vous savez, on n'est pas toujours accompagné globalement. Bien sûr, on a ouvert la réflexion à toute la commission culture de l'ARF, mais la région PACA, Auvergne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Basse-Normandie et ma région, bien sûr, région Centre, ont répondu à vos interrogations. Alors, j'ai un certain nombre de chiffres que je pourrais vous laisser, une compilation de ces retours que nous avons eus, qui sont assez inégaux, je dois vous le dire. Cette problématique, elle est prise par les régions par différentes entrées. Je vous en disais quelques mots, 3 entrées principales. Mais on peut dire globalement que les régions, c'est vrai, accompagnent elles aussi l'emploi artistique sur les territoires. D'abord, c'est vrai, dans le soutien à la création, qui permet, c'est vrai, d'accompagner l'emploi. Et dans ce soutien, je dois dire que certaines régions sont extrêmement attentives, puisqu'on ne peut pas dissocier l'emploi artistique de l'intermittence. Je pense que j'en dirai un petit mot quand même. C'est une donnée de base pour nous en France, en tout cas. Et donc, dans la création, les régions sont attentives lorsqu'elles signent des conventions avec des formations artistiques à ce que les contrats soient en bonne et due forme, qu'il y ait un contrat, il n'y en a pas toujours eu, que les répétitions soient salariées, que ce soit déclaré. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui entrent maintenant dans les contrats qu'on peut passer, les conventions qu'on peut passer avec les formations artistiques qui n'existaient pas auparavant. Je tiens à le souligner, c'est un effort que les collectivités font, notamment, par exemple, quand elles accompagnent les formations artistiques à être présentes sur des festivals comme celui d'Avignon, qui est un festival important, mais qui est un coût pour une compagnie, qui est un risque aussi. L'intervention publique, elle se fixe et elle fixe des critères extrêmement précis sur l'emploi à ce moment-là pour que l'argent public n'accompagne pas les artistes dans un travail qui ne serait pas déclaré. Donc voilà, ça ce sont des principes qui sont rentrés dans les mœurs, dans les conventions que les régions passent avec les formations artistiques, donc au niveau de la création.
bien évidemment. Il y a aussi des dispositifs spécifiques. Vous savez que depuis 2003, le nombre d'intermittents a stagné à 100 000 intermittents à peu près, alors qu'il était en progression constante, mais on sait pourquoi, je reviendrai tout à l'heure sur cette question, depuis la fin des années 80, 89 en particulier. Et donc, cette stabilisation de l'emploi des intermittents a été sans doute une répercussion des différentes crises qu'il y a eu, mais aussi des différentes réformes qu'il y a eu. Et donc on peut considérer que il est aussi du rôle des régions d'accompagner ce fonctionnement qui est tout à fait singulier en France, d'accompagnement des artistes à travers leur propre statut, puisqu'on le sait, le statut professionnel d'un artiste, en tout cas dans le spectacle vivant et pas pour les arts plastiques, mais en tout cas pour le spectacle vivant, il est déterminé à la possibilité d'avoir un statut de chômeur. Donc c'est assez étonnant, vous le savez bien. Et donc pour nous, c'est une question vraiment importante. Et il y a des régions qui ont réfléchi à ce statut particulier. Et il y a des régions, suite, c'est vrai, aux différentes crises qu'on a connues sur l'intermittence, qui ont mis en place des dispositifs qui permettent aux artistes qui bénéficient de ce régime de chômage de pouvoir clore leur année. Par exemple, en région centre, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle les 1000 lectures d'hiver, qui donc permet de faire des lectures dans n'importe quel lieu sur le territoire, qui était là en soutien, bien sûr, à la lecture publique, mais aussi en soutien à ce régime spécifique dont bénéficient les artistes pour qu'ils puissent avoir des cachets supplémentaires pour clore leur année. C'est un souci qui est un vrai questionnement quand on pense à ce que représente l'intermittence. C'est la question qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, des dispositifs particuliers qui accompagnent aussi l'emploi artistique sur les territoires. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne l'éducation artistique, mais alors là, ça passe, c'est vrai, par les collectivités locales. Nous avons des soutiens, c'est vrai, dans les écoles, dans ce qui peut se produire. Nous avons aussi des dispositifs rattachés à nos propres collectivités, aux arts lycéens en région centre, lycéens cinéma par ailleurs, qui appellent à l'emploi d'artistes, intervenants sur ces dispositifs. Ça représente un certain nombre d'emplois. Vous aurez les chiffres précis dans les documents qu'on fera parvenir. C'est assez conséquent. Et donc, ça permet, c'est vrai, une vie sur les territoires pour les artistes qui, par ailleurs, ont leurs activités de création, mais qui peuvent, par ces dispositifs aussi, maintenir un niveau de rémunération. Donc, divers dispositifs d'intervention, l'éducation artistique étant bien sûr portée collectivement avec les départements, dans le cadre de schémas d'ailleurs départementaux, bien sûr, je laisserai Catherine Bertin bien sûr parler de tout cela. C'est une collaboration, une co-construction. Tout à l'heure, Philippe Laurent vous en parlait. Je crois que le dialogue entre les collectivités vis-à-vis de l'emploi artistique, il existe et il est extrêmement attentif. Il faut que on fasse passer aussi ce message. Et puis pour nous les régions, la formation, bien sûr, avec depuis 2008 des régions qui se sont engagées dans des accords cadres pour intégrer la dimension culturelle dans les plans régionaux de formation, les PDRFP, ou les contrats de plan maintenant. Le plan s'est un peu modifié. Mais donc ces accords cadres, vous verrez dans le document de la région Poitou-Charentes, par exemple, qui donne énormément d'indications sur cette dimension. Ils ont permis, c'est vrai, d'intégrer des formations spécifiques au secteur culturel. Et c'est extrêmement important parce que quand on pense emploi artistique, vous le savez, il y a des disciplines où la formation est
est nécessaire, donc en musique, en danse, où elle est tout à fait encadrée. D'autres disciplines, comme le théâtre, le théâtre de rue, le cirque, enfin le cirque c'est quand même une discipline aussi où la formation est encadrée, mais enfin c'est un peu plus diffus. Et donc la formation professionnelle, Vincent en parlait tout à l'heure, et c'est vrai, nous y attelons parce que ça peut aussi déterminer pour l'avenir un accompagnement plus ciblé sur les gens qui ont suivi une formation. Et d'ailleurs, en région Centre, nous avons créé en 2005 une cellule d'insertion pour les jeunes artistes qui sortaient des écoles nationales ou régionales d'ailleurs, mais des écoles reconnues, pour les aider à entrer dans la vie professionnelle. Et à l'époque, je dois vous le dire, parce que je vais dire un petit mot sur l'intermittence, c'était aussi dans l'idée d'intégrer dans l'esprit des jeunes artistes qui arrivent sur le marché, l'idée que la solution du régime d'assurance chômage n'est pas la seule solution pour accompagner leur vie professionnelle. Et c'est une réflexion que nous avons tous, je crois, que nous partageons, c'est-à-dire que, bien sûr, ce régime, il faut le préserver, il est spécifique à notre pays, et c'est bien sûr une fierté, sans doute, mais il a aussi des perversités qui peuvent être portées par les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire que il faut intégrer aussi l'idée que on peut être artiste et être permanent d'une formation artistique. On peut intégrer un théâtre et il faut le dire aussi beaucoup pour les techniciens. Alors on ne parlera pas de l'emploi culturel aujourd'hui, mais les techniciens qui fonctionnent avec un régime d'intermittence qui ne devrait pas être obligatoire. Ils pourraient très bien rentrer dans la permanence de certains théâtres et ils ne le font pas. C'est une dimension importante et je crois qu'il faut ne pas se priver d'avoir cette réflexion sur l'intermittence. Donc voilà, donc pour nous bien sûr la formation c'est la dimension sans doute où on a le plus les moyens d'agir et dans l'étape de décentralisation qui arrive, nous aurons encore davantage les moyens d'agir bien sûr. Donc je vais clore mon propos par un petit mot quand même sur l'intermittence parce qu'on ne peut pas parler de l'emploi artistique sans en parler et puis parce qu'il y a une échéance en décembre 2013 qui demande qu'il y ait une réflexion. Alors je vous laisserai tout à l'heure une note d'observation sur, par exemple, le rapport de la Cour des comptes qui a été rendu et qui préconise quelques solutions aussi pour aborder ce régime, pour le regarder avec sans tabou. C'est à la fois, bien sûr, je crois, pour les gens qui défendent la culture, une revendication très claire de préservation de ce régime d'assurance. Mais il y a, c'est vrai, un triptyque entre le régime assurantiel, l'aspect social du statut d'artiste, et puis en même temps sa réalité. Et donc, il ne faut pas se priver de regarder ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, on le sait bien, les collectivités comme l'État sont dans une réduction de budget qui est claire et qui a des répercussions sur l'emploi. C'est la base. Donc, bien sûr, il y a cette dimension à prendre en compte d'abord. Donc, comment on fait avec un certain nombre de personnes qui sont rentrées dans le dispositif de régime d'intermittence et qui pourtant ne pourraient en sortir. D'une part, donc, quand on regarde la part technique, et ça sera l'objet peut-être d'une autre audition, il faudrait bien regarder comment les techniciens se placent par rapport à ce régime, et je crois que ça permettrait de désengorger beaucoup de choses, hein, et je le dis clairement. Mais par contre, pour préserver la dimension d'accompagnement de l'emploi artistique, il faut ne pas se priver d'inscrire dans les démarches artistiques aujourd'hui un autre fonctionnement qui permettrait, c'est vrai, d'avoir une permanence plus fréquente dans les formations, à condition qu'elles aient les moyens. Alors c'est de notre responsabilité aussi, parce que ça veut dire qu'il y a des choix à faire sur certains projets pour les accompagner en leur donnant suffisamment de moyens pour que la permanence soit possible. Donc on ne dit pas ça en l'air, hein, il faut vraiment regarder. Mais au regard de ce qui se passe dans l'évolution à la fois du nombre d'employeurs, hein, je crois que dans les 10 ans qui ont précédé 2003, il y a eu une augmentation d'employeurs
d'intermittence qui a augmenté de 125%. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se sont accaparés ce régime, qui ont fonctionné avec ce régime pour remplir leurs tâches. Et donc, c'est une question qu'il faut regarder de près. Alors que l'emploi dans l'intermittence a beaucoup augmenté, par contre, les budgets et la répartition a diminué. Donc, je crois qu'il ne faut pas se priver d'avoir vraiment un regard très critique et en même temps très porteur, hein, pour l'emploi artistique, pour que la prochaine échéance de ce régime serve le monde culturel, serve les artistes avant tout. Et nous comptons vraiment beaucoup sur vous pour que les messages soient passés à ce niveau-là. Et nous, les régions, bien sûr, on accompagnera en faisant aussi des choix et en accompagnant les décisions les bonnes décisions qui seront prises. Je vous remercie. Merci. Donc, c'est Madame Bertin pour les départements. Bonjour. Je vais commencer par vous demander d'excuser Yves Ackermann, qui est le président du Conseil général du territoire de Belfort et qui est à l'ADF le président de la commission culture, sport et monde associatif, qui n'a pas pu se libérer pour venir ce matin, mais les propos que je tiendrai auraient été les siens. Et de même que la FNCC et l'ARF, nous avons fait, sur la base des questions que vous nous aviez transmises, une enquête auprès de nos départements. Donc je pourrais vous remettre un document qui synthétise les réponses d'une quinzaine de départements, ce qui vous donne un panel à peu près représentatif dans les délais qui nous étaient impartis. Alors, à titre liminaire, vous dire que pour nous, la question que vous posez de l'emploi culturel est liée à l'exercice de la compétence culture par les collectivités territoriales et notamment par les départements. Pour nous, la compétence culturelle est une compétence dite optionnelle, mais que nous qualifions de volontariste. Cette compétence, comme l'a dit Karine Gloanec, est une compétence que nous exerçons aujourd'hui en grande partie en partenariat avec les autres niveaux de collectivités territoriales et en cofinancement. Donc, le propos liminaire est de vous dire, c'est une compétence à laquelle nous tenons, c'est une compétence pour laquelle l'Assemblée des départements de France a demandé de manière constante le rétablissement de la clause générale de compétence qui avait été supprimée par la précédente loi de décentralisation de décembre 2010. Mais pour nous, la poursuite de l'engagement des départements dans l'emploi et les métiers culturels est liée à l'exercice de la compétence, donc au rétablissement de cette clause. Voilà, ça c'est le contexte général. Le deuxième élément de contexte a également été cité par Karine, c'est, comme pour toute compétence optionnelle, le niveau la situation budgétaire et financière des collectivités qui, dans les départements, on va dire, pour faire court, n'est pas au mieux de sa forme. Bon, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'étais chargée de vous poser ces 2 points préalables à notre discussion. Bien. La deuxième, alors, premier constat pour la problématique de l'emploi et des métiers, c'est d'abord que notre intervention n'est pas forcément directe. C'est en grande partie un emploi que nous créons indirectement par nos modes d'intervention et principalement par la commande publique ou par le niveau de subventionnement public. En clair, la diversité des activités culturelles que nous déployons sur nos territoires font que nous n'avons pas forcément dans les effectifs de la fonction publique territoriale qui font les services départementaux les personnes qui détiennent les compétences pour mettre en œuvre la commande culturelle qui correspond aux actions que nous voulons engager. Donc, il y a certaines compétences, parce que le deuxième marqueur des réponses qu'il faut apporter à votre question pour le niveau départemental, c'est la diversité. Le deuxième marqueur, c'est que nous exerçons énormément de compétences culturelles
qui vont de compétences liées avec l'État comme les archives ou la lecture publique à l'intervention dans la musique, la danse, l'enseignement artistique et culturel dans les établissements scolaires et notamment les collèges, tout ce qui est de plus en plus intervention dans le patrimoine non protégé par l'État, dans l'archéologie préventive, bref, je ne vais pas dérouler toute la liste, mais l'intervention des départements en matière culturelle est marquée par une très grande diversité qui, du coup, va conduire à une grande diversité des solutions que nous mettons en œuvre pour les métiers. Je prends quelques exemples. Pour ce qui est de la lecture publique et des archives, par exemple, ce sont des compétences quasi obligatoires et en tout cas très liées, notamment à l'État. Donc nous avons en général des fonctionnaires territoriaux. Ce sont des métiers que nous avons en permanence. Donc nous intégrons à nos effectifs. Ce qui fait que pour répondre à votre question, quelle est la part des métiers et des emplois, elle est pour cette partie-là des compétences culturelles départementales très intégrée. En revanche, quand nous mettons en œuvre des dispositifs comme collège au cinéma, complémentaires à cinéma au lycée, ou quand nous mettons en place avec les autres collectivités territoriales des dispositifs de soutien au spectacle vivant, comme par exemple les festivals, Karine l'a cité également. Quand nous faisons des schémas, parce que la particularité, mais j'y reviendrai après, la particularité des schémas, quand nous faisons ces interventions, là nous avons recours à de l'emploi qui est créé indirectement ou que nous prenons sous contrat et pour des durées déterminées. Pour un festival ou pour une saison d'enseignement artistique et culturel, on ne va pas avoir quelqu'un qui est salarié du conseil général, on va avoir recours à des professionnels. Donc le recours aux professionnels, c'est en grande part ce qu'a décrit Karine Gloannec, c'est-à-dire le recours à l'intermittence. Mais ça peut être aussi des contrats avec des compagnies, ça peut être en fonction de l'activité culturelle. Je pense par exemple à un salon du livre ou à une éducation sur l'image ou sur la lecture ou le livre. On peut avoir recours aussi au règlement par droit d'auteur. Donc il y a une extrême diversité des solutions d'emploi qui sont liés à la diversité des compétences et de la manière dont nous avons, avec les autres niveaux de collectivité, l'habitude de les mettre en œuvre. Voilà. Troisième élément, la particularité départementale, c'est de mettre en place des schémas et des dispositifs. Nous avons quand même vocation, dans cette compétence comme dans beaucoup d'autres, à essayer de coordonner l'intervention des collectivités territoriales, la nôtre avec les régions, mais aussi la nôtre avec tout ce que nous appelons le bloc communal infra, c'est-à-dire les petites communes et les syndicats intercommunaux. Donc nous mettons en place énormément de schémas, on les appelle des plans, des schémas, etc., des dispositifs. Vous verrez dans la note qu'on vous a préparée. Mais nous essayons d'avoir une démarche de coordination et d'aménagement culturel du territoire départemental qui associe les partenaires. Et dans le pacte public, on va l'appeler comme ça, il y a non seulement l'ensemble des partenaires institutionnels, mais il y a aussi les associations et les professionnels. Donc, pour dire que nous faisons un effort pour qu'il y ait une espèce de pacte un petit peu sophistiqué, mais qui est très dynamique et qui nous permet de faire énormément de choses et dans des lieux assez différents. On va avoir des conservatoires, on va pouvoir essayer de toucher tous les publics, ça peut être à l'école, ça peut être dans différents lieux. Et nous tenons beaucoup à cette compétence dite de schéma et de ce que nous appelons dans d'autres compétences la capacité du département à développer une ingénierie publique. Par là, on entend qu'on essaye de faire en sorte de coordonner, voilà, d'apporter un savoir-faire. Voilà pour le principal. Après, on va rentrer, je pense, dans vos questions plus techniques. Ma conclusion, elle est pour dire que dans l'approche de vos questions, il y a évidemment la question de l'emploi en lui-même. Donc, je l'ai dit, il est en grande partie indirect. Il y a la question des métiers, et ils sont d'une extrême diversité. Et puis, il y a la question du financement, qui là aussi mériterait peut-être une approche ou une autre façon de regarder le sujet, parce que Karine a beaucoup évoqué l'intermittence. Mais si on voulait avoir une approche vraiment globale de l'investissement
que mettent toutes les collectivités territoriales, et notamment les départements, en matière culturelle. Il y a beaucoup d'entrées. Il y a le niveau de subventionnement, le niveau de, la part employeur public, la part des contrats, la part des droits d'auteur, la part de la communication, qui n'apparaît pas forcément dans nos budgets en première approche sur culture, mais quand un conseil général ou un autre niveau de collectivité territoriale veut mettre en place un festival ou une action comme collège au cinéma ou n'importe quelle politique très engagée en matière culturelle sur le territoire pour tous les publics et pour toutes les activités culturelles, il y a une grande part de communication que vous connaissez, qu'on voit par l'affichage public, qu'on voit par les journaux départementaux. Il y a une part de com qui est non négligeable, mais qui participe de cette politique. Et nous mettons aussi en place une autre compétence qui est liée indirectement, qui est la compétence des transports. Il y a toujours avec la réflexion sur comment amener tous les publics dans les lieux où nous développons nos politiques culturelles. Donc il y a une approche qui est plus système, plus boîte à outils, où il n'y a pas que la part culturelle, que la part des acteurs et des métiers. Il y a aussi le subventionnement et toutes les autres compétences que nous mettons autour d'un plan ou d'un engagement culturel des départements. Voilà, j'en ai terminé. Merci, madame. Avant de passer la parole à mes collègues, 2 ou 3 réflexions sur ce que nous avons pu entendre précédemment de la part d'acteurs du monde artistique. Alors d'abord, la différenciation entre les amateurs et les professionnels. Comment ça fonctionne dans votre esprit? Qui choisissez-vous? Parce que nous, on a eu la surprise d'entendre une fédération nous dire qu'il faudrait tendre vers une carte des amateurs et jamais vers une carte des professionnels. J'imagine que c'est un sujet qui vous interpelle. L'une d'entre vous, je crois que c'est Madame Glouanec, a parlé du cirque. Alors moi, j'ai reçu le président national des petits cirques. Ils sont 3600. C'était une découverte pour moi. Ils se plaignent énormément de ce que dans les collectivités locales, il n'y ait plus la place pour les petits cirques. Ça représente quand même des milliers de personnes. Est-ce que là, il y a une réflexion un peu à conduire? Troisièmement, en direction des régions. La plupart des régions de France font un effort financier important pour attirer le tournage de longs métrages dans les régions. Est-ce que c'est susceptible de créer des emplois nouveaux dans les régions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse laisser penser que pour 1 euro mis par la région, il y a une véritable retombée, et notamment en termes d'emploi? Peut-être en direction des départements, est-ce que vous portez, enfin plutôt, quel sentiment avez-vous du guichet unique du spectacle, le Guzo? Vous devez avoir des liens avec, est-ce qu'il y a des points à améliorer? Comment ça fonctionne, quoi? Voilà. Et après, je passerai la parole au rapporteur qui nous a rejoint et qui fait l'indiscipliné. Voilà. Voilà. Alors, en ce qui concerne le côté amateur professionnel, parce que ça, c'est vraiment important. Oui, Monsieur le Président, merci de nous amener sur ce terrain qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. Tout à l'heure, quand j'évoquais le régime de l'intermittence, il y avait cette question qui était sous-jacente. Vous le savez. Alors, on va peut-être rappeler quand même ce qui s'est produit avec le régime de l'intermittence et qui a provoqué depuis la fin des années 80, on peut dire à partir de 89, à partir du moment où les maisons de production audiovisuelle ont découvert ce régime comme quelque chose de magique pour créer un autre rapport à l'emploi, et qui a vu l'explosion de l'intermittence. Il y a cette réalité qui a fait, c'est vrai, je disais tout à l'heure, progresser de 125% le nombre d'employeurs qui utilisent ce régime. Mais il y a aussi, c'est vrai, une question que nous nous posons de valorisation des amateurs qui ont, dans les années 80, 90 surtout, été, c'est vrai, moins regardés, avec beaucoup moins d'intérêt. Et notamment, je crois que
nous avons notre part de responsabilité dans la relation que nous n'avons pas entretenue avec intensité avec les fédérations d'éducation populaire. C'est vraiment le cœur de la dévalorisation de tout le travail amateur. Vous le savez, dans les années 90, on s'est un peu moqué des maisons de jeunes, du macramé et des choses comme ça. Ça a un sens. Ça veut dire que tout d'un coup, toute cette éducation qui était parallèle à une vie culturelle professionnelle, toutes ces pratiques amateurs qui se produisaient dans ces maisons a été un peu abandonnée. Et nous-mêmes, les collectivités, on a suivi un petit peu l'esprit qu'il y avait au niveau national en regardant, en ayant une attention particulière sur les professionnels et moins sur le secteur amateur. Ce constat, il est fait aujourd'hui. Il est fait, mais on n'a pas encore trouvé la solution pour pédaler à l'envers, hein, pour revenir à quelque chose qui soit plus équilibré, peut-être pas en créant, comme vous disiez, une carte des amateurs, mais en tout cas en redonnant vraiment toute sa place aux pratiques amateurs pour que il n'y ait pas de confusion dans l'esprit, notamment des jeunes, mais moins jeunes aussi, pour exister entre la nécessité, je vous disais tout à l'heure, hein, de rentrer forcément dans le régime de l'intermittence pour être reconnu, pour être un professionnel, alors qu'on pourrait très bien imaginer qu'ailleurs, on peut trouver une reconnaissance dans des pratiques qui ne soient pas forcément professionnelles parce que on peut pas, ça ne peut pas être exponentiel. Et les chiffres que je vous montrais, hein, en parallèle aux 125% de progression des employeurs, c'est 190% d'emplois qui s'inscrivent dans l'intermittence en 10 ans avant 2003. Ça veut dire que là, il y a eu vraiment une progression qui n'était pas normale compte tenu des financements qui ne pouvaient pas forcément suivre. Encore que je peux vous donner l'exemple des régions qui ont eu des progressions de budget vraiment très importantes entre 98 et 2010, où les budgets culture ont vraiment, l'engagement en tout cas sur les politiques culturelles ont été extrêmement importants, mais aujourd'hui on n'est plus dans le même cadre. Et donc, je crois que nous sommes, enfin, je vais laisser mes collègues parler aussi de cette question, mais nous sommes extrêmement attentifs à redonner, et on le voit dans l'accompagnement qu'on peut faire avec les fédérations d'éducation populaire, ou des lieux qui ne soient pas forcément des lieux de reconnaissance nationale et de lieux de programmation, mais aujourd'hui, les politiques publiques culturelles, elles sont aussi attentives à des lieux de partage de pratiques culturelles. On peut retrouver les maisons de jeunes, mais les inventer autrement. D'accueil aussi de résidences d'artistes qui ne soient pas forcément confrontés à la représentation, mais qui soient des lieux de vie pour la rencontre entre les artistes et les amateurs, justement, pour revaloriser ce secteur qui a été dévalorisé. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de confusion dans le statut d'artiste depuis ces dernières années. Et je comprends que cette question soit soulevée par votre commission, Monsieur le Président. Alors, sur peut-être le GUSO, et puis si on peut dire un mot sur bon, la politique incitative ou pas sur les espaces publics. Le GUSO, Madame Bertin, vous avez un sentiment? Oui, sur les amateurs, en fait, on n'a pas vraiment répondu à votre question parce que, comme le dit Karine, en termes de statut, on travaille sur l'emploi et les métiers. Donc, pour être strictement sur le sens des mots, amateur, c'est pas exactement ça. Enfin, en matière culturelle, nous avons les emplois, les métiers, et dans les intervenants ou dans le monde de la culture, il y a les amateurs qui n'ont rien à voir avec l'amateurisme, il y a l'émergence et il y a aussi les bénévoles. Parce que comme nous travaillons beaucoup avec le monde associatif, il est clair qu'il y a beaucoup d'actions culturelles dans lesquelles nous mélangeons des fonctionnaires pour le métier, des professionnels de la culture que nous prenons sous contrat ou par l'intermittence, mais également des bénévoles et également des amateurs. Donc tout cela rentre dans notre manière de faire, mais la réponse que nous avons apportée, elle est assez proche, enfin sémantiquement, elle est sur voilà, c'était sur emploi et métier, c'est l'approche. Bon, et pour dire aussi que nous avons
une compétence dans laquelle nous connaissons bien cette frontière, c'est la compétence des pompiers, des services d'incendie et de secours. C'est un métier territorial que nous connaissons bien et où nous avons des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, pour nous, collectivités territoriales et notamment les départements, c'est quelque chose de très connu. Donc, peut-être que la demande qui vous est, pour vous dire, que la demande qui vous est faite par des acteurs de grands réseaux culturels, on n'y répond pas aujourd'hui tel que le questionnaire nous est posé, mais ils font partie de nos manières d'intervenir. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer leur statut? Est-ce qu'on peut prendre davantage en compte l'apport qu'ils ont dans nos politiques culturelles? Oui, pourquoi pas. Nous l'avons fait pour les volontaires, les sapeurs-pompiers volontaires, donc qui ont un statut maintenant, qui est différent d'un métier ou d'un emploi. Pour le GUSO, franchement, sur les 15 départements qui ont répondu, majoritairement, le retour n'est pas très positif. C'est-à-dire que soit ils n'y ont pas recours, soit ils disent que c'est très compliqué. Alors après, on approche d'une zone un petit peu plus positive où ils disent que l'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire qu'à force de le pratiquer, on finit par rentrer dans la complexité du système et que finalement, ça devient un outil pratique. Mais le retour que j'ai n'est pas spécialement positif sur le GUSO, pour répondre à votre question. Claire. Avant de vous passer la parole, j'affine la question sur professionnels et amateurs. De la même façon que nous avons entendu des amateurs défendre les amateurs, nous avons entendu les professionnels revendiquer le fait qu'ils ne voulaient pas de concurrence déloyale. Lorsque, par exemple, vous organisez dans les collectivités territoriales des expositions d'amateurs, que éventuellement vous les autorisez à vendre, etc., que ça ne coûte pas grand-chose. Et le professionnel, lui, qui paye sa taxe, etc., bon, il n'est pas très content que la collectivité territoriale donne un coup de main, fût-il indirect, à quelqu'un qui émerge comme ça sur le marché artistique. Voilà, en plus des cirques. Pour revenir sur la distinction amateur-professionnel, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la question effectivement des mots, c'est-à-dire la question aussi de la représentation, ce qu'a rappelé Karen Gloanec au fil des ans. Voilà, on a un peu abandonné peut-être la pratique amateur. Enfin, il y a eu un moment compliqué pour tout ce travail. Or, c'est pas comme dans la santé, dans la culture, il n'y a pas de professionnels s'il n'y a pas eu d'amateurs au début. Et oui, forcément. Il y a forcément eu à un moment donné les jeunes artistes qui rencontrent la vocation artistique, qui se mettent à devenir jeunes danseurs, jeunes musiciens, jeunes acteurs, et qui ensuite mènent un chemin. C'est pas forcément le cas, évidemment, dans d'autres métiers. On ne conseillera pas ça pour d'autres disciplines professionnelles. Mais c'est un sujet parce qu'il faut intégrer que c'est positif toutes ces hommes et ces femmes qui ont des pratiques amateurs. Et donc là, c'est un message aussi à délivrer aux professionnels. Par contre, il y a une demande aussi peut-être d'évoquer, comme ça a pu être évoqué pour, par exemple, les sapeurs-pompiers, parce qu'on peut reprendre le dispositif, d'avoir une reconnaissance légale et donc de normer, entre guillemets, la pratique amateur. C'est au-delà des mots, on arriverait à une sorte de définition, parce que ça permettrait, en tout cas d'ouvrir le débat, permettrait aussi d'éclairer ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a, quand il y a un accueil professionnel, si on prend des plasticiens, ou quand on travaille avec des artistes du spectacle vivant qui sont des professionnels, il y a à assurer derrière toute la reconnaissance et la prise en charge professionnelle. Par exemple, évidemment, la déclaration, évidemment, le bon paiement, le bon paiement aussi des cotisations sociales afférentes. Mais si on revient à votre exemple d'une exposition, ça veut dire aussi clairement rémunérer, par exemple, l'artiste qui vient exposer, voire lui acheter une œuvre, voire assurer aussi le respect du 1% sur les œuvres artistiques, parce que je sais que ce sont des réflexions que vous avez. C'est essentiel. Ce que demandent aussi les plasticiens, ce que demandent certains métiers, en fait, c'est d'être pleinement reconnus et donc aussi respectés quand ils sont sollicités par la puissance publique, fût-elle des collectivités. Pour évoquer les petits cirques, on a effectivement 3600 petits cirques en France. Il y a une charte nationale qui concerne évidemment les collectivités, les professionnels et l'État. C'est à nous de réactiver effectivement un suivi, de faire un point territoire par territoire. Et là aussi, comme l'évoque l'Assemblée des départements de France, on a une capacité ensemble, les collectivités, à savoir via des schémas, via de la concertation, eh bien, organiser pour que demain sur le territoire, eh bien, on mette fin à ce déficit d'accueil qui pénalise effectivement les artistes dans le domaine du cirque. Autre exemple pour le GUSO, et je terminerai là,
dans d'autres endroits qui sont habitués, quand on a par exemple un théâtre de ville, ça existe dans pas mal de villes moyennes, le guzo est un outil régulier qui fonctionne assez bien. Mais là, évidemment, les professionnels municipaux souvent ont pris l'habitude de faire les déclarations et de les anticiper parce que souvent, l'accès aux informations juridiques et sociales est alors assez difficile pour leur part. Ils doivent souvent eux-mêmes aller chercher les informations sur les évolutions de taux et ainsi de suite qu'ils ne leur est pas souvent communiquées. Et vous me dites rien sur mes cirques. Non, mais C'est la charte. oui, c'est la charte. Mais l'attitude des maires, il semble y avoir un problème, si vous voulez. Alors, j'ai bien entendu la charte, mais comment est-ce que vous passez le message? Comment est-ce qu'on peut dénouer ça? Oui, il y a eu d'ailleurs récemment, à peu près il y a un an et demi, une rencontre, alors je ne sais pas si c'est cette fédération-là, mais enfin, en tout cas une fédération professionnelle de cirque avec à l'Association des maires de France sur cette question. La question a été relancée, mais c'est retombé. Honnêtement, enfin, ça n'a pas été continué. Et effectivement, je crois que Vincent a évoqué la charte qui a été signée il y a quelques années, qui avait d'ailleurs été signée par les associations d'élus, et qui n'a pas fait l'objet d'aucun suivi. Là, il faut certainement que les associations le fassent, mais sans doute aussi l'État dans le cadre de sa politique, de sa politique cirque. Je crois là aussi, d'ailleurs, sur les cirques, que enfin, il y a une politique nationale un peu d'excellence qui s'est mise en place, qui est en train de se développer. Il y a encore peu d'endroits, mais il y a des établissements qui sont devenus maintenant très très professionnels, qui sont consacrés au cirque. Bon, je connais l'espace Cirque d'Antony, qui est un de ceux-là. Il y en a, je ne sais plus combien il y en a à peu près en France. Oh non, il y en a un peu plus que ça, je pense. Hein. En France. Ouais. Bon, moi, je dirais plutôt une dizaine, mais enfin, bon, peu importe. Donc, il faudrait pas aussi qu'on ait là ce même phénomène de césure. Bon, juste un mot sur la pratique amateur, enfin sur les amateurs, parce que ce que dit Karine est vrai, mais je crois que on est en train d'évoluer dans le bon sens, et notamment dans tous les établissements, enfin dans un bon nombre d'établissements d'enseignement artistique ou musical. Dans le projet des établissements est introduit de manière maintenant à peu près systématique la question de la pratique amateur. Hein. Donc on a, c'est quelque chose d'assez nouveau qui n'a pas été d'ailleurs sans difficulté, donc avec vis-à-vis des professionnels également. Hein. Il faut accepter que dans les mêmes équipements, dans les mêmes lieux, puisse être accueillie aussi la pratique amateur, et la dite pratique amateur pouvant effectivement déboucher sur des phénomènes tels que ceux que vous avez décrits, d'un amateur, mais qui commence à frayer un peu avec l'argent. Voilà. Alors, il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça. Lorsque nous accueillons une exposition d'amateurs dans nos salles, donc on n'a pas le droit de vendre, etc. Donc on repère les toiles, etc. avec des numéros, et puis l'artiste rencontre après l'acheteur un peu plus loin. Enfin, c'est pas, voilà. Il n'y a pas de transaction dans les salles. Merci. Alors, vous voulez rajouter quelque chose, Madame Berpel? Pour le cirque, si vous voulez. Nous les avons rencontrés cet été, les mouvements représentatifs du cirque. Donc, le retour que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'il y a deux questions posées. La première, c'est celle des métiers du cirque, qui sont extrêmement divers et que nous nous engageons à davantage mobiliser, notamment dans les enseignements artistiques et culturels, pour l'organisation de nos plans, de nos schémas. Ça ne posera pas trop de difficultés. La deuxième, qui est un aspect un peu plus technique, c'est les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur activité culturelle. Parce qu'il n'y a pas autant de lieux cirque, enfin, il y a des théâtres, il y a des bibliothèques, enfin, il y a des équipements culturels en dur qui sont que nous construisons, que nous entretenons et qui permettent de mener certaines activités comme le théâtre, la danse, la musique, etc. Par contre, le cirque, nous n'avons pas des grands chapiteaux fixes partout. Donc il y a la question de l'itinérance qui ne se règle pas comme n'importe quelle autre activité. Et je crois que cette question de l'itinérance, que l'on rencontre dans d'autres compétences, pose un problème particulier de schéma, d'accueil, qui est posé notamment aux maires et à nous pour la taille des terrains, qui pose des problèmes aussi de sécurité. Donc on a beaucoup discuté avec eux, mais pour donner un exemple très clair, quand vous allez accueillir dans votre collectivité ou dans votre mairie, enfin
Monsieur Laurent est maire, donc il en parlerait mieux que moi. Mais en tout cas, la Fédération du cirque nous l'a posé comme ça, cette problématique. Il faut un terrain sécurisé, il faut des accès, il faut qu'ils puissent installer dans de bonnes conditions un chapiteau, y faire quelques représentations et ensuite repartir. Donc nous en parlons avec eux, les départements, sous l'angle aussi de la mise en place de dispositifs publics qui permettent l'itinérance et qui nous posent des questions qui sont proches aussi des schémas des gens du voyage, qui est une compétence en grande partie départementale. Voilà, donc je crois qu'il faut aussi leur apporter la question de la spécificité des conditions dans lesquelles ils peuvent continuer à exercer leur activité, qui n'est pas la danse et le théâtre dans un équipement dur que nous avons toute l'année. Voilà ce que je voulais vous... Merci. Alors rapidement, Oui, oui, Madame Le Gouanec. c'est très important que Catherine Bertin ait abordé cette question de sécurité. La charte, elle date de 99-2000, et depuis, vous savez bien que les contraintes de sécurité à l'extérieur, c'est la même problématique pour le théâtre de rue. Hein. À Aurillac, le festival s'est développé, mais dans des conditions aujourd'hui qui sont complètement différentes des années 2000. Date où la charte, c'est vrai, a circulé et n'a pas permis de trouver beaucoup de signataires. Dans ma petite commune, on a signé ça tout de suite. Oui, oui, bien sûr. Non, je voulais revenir sur votre question sur les longs métrages. Oui, bien sûr, les régions, à travers leur agence régionale de cinéma, accueillent aujourd'hui beaucoup de productions de longs métrages. Il y a des dispositifs de bureaux d'accueil dans quasiment toutes les régions. C'est vraiment dans la convention d'ailleurs qui existe quasiment partout de production. 1 euro mis par l'État, 2 euros mis par les régions, c'est extrêmement fort. Hein, ça parle déjà sur l'engagement. Et quand il s'agit d'un long métrage, oui, ça a des répercussions tout à fait visibles sur les territoires, mais qui créent de l'emploi. Même le secteur du cinéma a raison, décline aussi sur tout le secteur touristique, de développement économique que ça peut induire, mais aussi sur les emplois artistiques, puisque ça retient davantage les équipes sur les territoires. Vous aurez ces chiffres et je vous donnerai les coordonnées dans un recueil qui est fait par l'agence régionale du centre, mais qui concerne tout le territoire national et qui donne les chiffres qui sont de répercussions sur l'emploi de l'engagement financier des régions. Merci. Alors, avec l'autorisation du rapporteur, je vais passer la parole à nos 3 collègues qui chacun ont une question à poser. Comme ça, c'est toi qui termineras par le jeu de questions. Car en beauté, bien sûr, c'était sous-entendu. Et comme c'est toi qui termineras probablement, puisque moi, à 12h30, quelle que soit la qualité du débat, je serai obligé de m'en aller. Donc, dans l'ordre, par galanterie native chez M. Rogemont, on va commencer par Fanelli, M. Rogemont et M. Robillard. Oui, je ne sais pas si c'est par galanterie. M. Rogemont, bien sûr. Parce que ce que je vais dire est très intéressant, mais simplement, moi j'avais une question. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur le fait que le statut d'intermittent ne devait pas être l'alpha et l'oméga ou le statut exclusif pour exercer les métiers de la culture. Je me posais la question, est-ce que dans les enquêtes que vous avez pu faire au sein de vos différents réseaux de collectivités, vous avez référencé des initiatives de type soutien au modèle économique un peu alternatif et innovant qui se développe dans le secteur culturel, type groupement d'employeurs, groupement d'artistes, coopératives culturelles, etc. Est-ce que les collectivités territoriales soutiennent aujourd'hui ce genre d'initiative? Et si oui, où et quelles initiatives précisément? Oui, j'ai oublié de vous parler des dispositifs d'aide à l'emploi que les régions mettent en place aussi. Dans ma région, par exemple, le dispositif s'appelle Capasso et il y a un soutien augmenté quand il s'agit, c'est vrai, de groupements d'employeurs et spécialement dans les milieux culturels. Ça existe. Il y a cette dimension-là, c'est vrai, d'accompagnement. Et puis, c'est vrai qu'on est extrêmement attentif à passer des messages. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'insertion des jeunes artistes. On a une cellule d'insertion des jeunes artistes pour leur dire attention, votre métier, ça n'est pas seulement un métier qui est lié à l'intermittence, même si aujourd'hui c'est vrai que la reconnaissance professionnelle
Malheureusement, elle est liée au régime de l'intermittence. C'est un fait, mais c'est pas un choix. Vous pouvez, vous, la jeune génération, entrer dans un autre état d'esprit et trouver les moyens, quand vous montez une production, quand vous montez les moyens d'intégrer une masse salariale qui accompagne votre production. C'est un état d'esprit aussi. On a connu ça dans les années 70. Les formations artistiques, elles étaient constituées d'un groupe de gens qui pouvaient être permanents, puis on l'a abandonné. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une explosion dans les années 80-90, parce que la seule solution, c'était ça. Aujourd'hui, on peut aussi passer ce message en étant incitatif, c'est vrai, aux coopératives, à l'installation sur des résidences longues qui sont salariées, à faire passer les messages aussi, mais c'est extrêmement inquiétant quelquefois quand on est en face d'artistes, que on peut être salarié pendant plusieurs mois et garder son statut, son régime, le statut de professionnel. On sort pas, on retombe pas dans le régime général, et donc il y a vraiment beaucoup de messages à passer quand nous passons des contrats, des conventions avec les formations artistiques aussi. Ça, c'est un message politique qu'il faut passer pour faire changer aussi les mentalités. On n'est pas seul à le faire, il faut qu'on le fasse tous ensemble et que l'État le fasse évidemment en premier. C'est pas grave, c'est la même question. Donc, parce que là, le propos, il dépasse largement celui de l'apport des collectivités territoriales, même si évidemment il intègre ce que peuvent faire les collectivités territoriales. Simplement, la question d'un changement de modèle, ou quitte à ce que ce soit un retour à un modèle précédent, en disant dans les années 70 on savait faire, on n'est pas tout à fait dans la même situation au point de vue du chômage, et puis les perspectives en ce qui concerne les finances des collectivités territoriales et de façon générale l'aide ou le subventionnement des associations, qui sont souvent des structures professionnelles, pose la question de la faisabilité dans le temps actuel de ce nouveau modèle. Bon, c'est juste, je voulais que vous réagissiez là-dessus, parce que c'est au moment où en fait, à la fois il n'y a plus d'argent nulle part, d'une certaine façon. Alors, je vais être très directe parce que je pense qu'il faut, je vous le disais tout à l'heure, ne pas avoir de peur des sujets tabous. Aujourd'hui, mais pourtant on sait bien que l'économie du spectacle vivant, c'est une économie pauvre. Vraiment, on peut le dire. Elle est contrariée, c'est vrai, dans sa réflexion sur le régime de l'intermittence, je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'économie de l'audiovisuel qui vient capter des indemnités qui ne devraient pas être captées. Il faut le dire, avoir ça comme base dans la tête. Mais aussi avoir dans l'idée, c'est pour ça que je dis, c'est un changement de mentalité, même dans le contexte qu'on connaît. Même, on l'a dit tout à l'heure, dans un contexte où les collectivités, l'État ne peut pas ouvrir le porte-monnaie de la même façon, en tout cas dans l'évolution des budgets, de la même façon qu'auparavant. Donc il faut réfléchir et je dois vous dire que quelquefois l'addition, et c'est indiqué dans les notes que j'ai aussi, l'addition, c'est vrai, de l'indemnité et du salaire sur un mois pour un artiste, elle dépasse en fait sa valeur réelle de travail. Je m'explique. C'est très difficile aujourd'hui pour les artistes de savoir quelle est vraiment sa valeur de travail, combien il s'évalue mensuellement, parce que c'est faussé par cet accompagnement de l'intermittence. Donc je vous dis, je marche sur la pointe des pieds, parce que c'est une économie pauvre et qu'il ne faudrait pas dire, oh là là, tout d'un coup, ils sont trop payés. Non, mais du coup, ça fausse et quelquefois, dans les rapports qu'on a pu avoir, on remarque que sur une déclaration annuelle, la masse de l'indemnité, elle dépasse la masse du salaire. Et donc, on peut se poser la question de la valeur du travail, même dans un contexte d'économie pauvre, et même dans un contexte où l'emploi, c'est vrai, est difficile, où le chômage s'accentue, et où les productions, où l'accompagnement des collectivités de l'État se réduit.
je crois qu'il ne faut pas se priver de faire l'analyse de ces rapports-là, pour que la classe artistique, les artistes, sachent bien se situer aussi dans leur valeur travail. C'est assez. Là, je vais loin dans ce qu'on peut imaginer, mais il ne faut pas se priver de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que le régime de l'intermittence, on le sait, il a produit des perversités, pas pour tout le monde, et la précarité, je vous assure, elle est grande, et il faut surtout être extrêmement prudent, vraiment dans les choses qu'on avance. Mais il y a des questions qu'il ne faut pas se priver de poser quand même, parce que sinon ça stigmatise, et d'ailleurs ce serait un effet encore plus pervers que la société française finalement dise oh ben non, on renonce au régime de l'intermittence parce que ça coûte trop cher. C'est le moment de poser des vraies questions sur ce régime qui est un régime vraiment dont on peut être fier et qu'il faut porter avec une grande exigence. M. Tison, un complément? Oui, rapidement sur les groupements d'artistes que vous évoquiez. Effectivement, il y a eu une explosion du nombre des employeurs ces dernières années. Et la réponse, elle vient souvent dans un cadre de financement contraint par des rapprochements de compagnies ou d'unités de production entre elles. Et on a vu émerger un certain nombre de collectifs. Et il faut le dire, le bloc communal, c'est-à-dire que ville et interco, souvent est sensible à ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir des demandes exponentielles, souvent de compagnies qui se multiplient dans leurs demandes de subventions, mais aussi d'hébergement, artistique, eh bien, on effectue des rapprochements et on essaye de mettre les gens autour de la table, voire ensuite derrière les faire cheminer vers un projet culturel commun et ensuite se retrouver ensemble dans un même bâtiment aux multifonctions et d'avoir une équipe, une petite cellule de permanents. Et là, vous réussissez petit à petit en fait à sécuriser leur production puisqu'ils ont une petite équipe et en même temps vous développez de l'emploi permanent et vous faites donc la rupture avec le dispositif éclaté, souvent précaire, dont vient de parler Karine Gloanec-Morin. La solution, elle est un peu là-dedans. Alors évidemment, la vitalité, l'esprit créatif, parfois, il a du mal à se retrouver autour de tables communes où il peut vivre ça parfois comme des contraintes, mais les contraintes, elles sont générales, donc il faut parfois aussi savoir les faire partager. Et puis il faut aussi comprendre que c'est dans ces endroits-là, dans ces moments-là, où il peut y avoir des rapprochements artistiques entre ceux qui sont dans le théâtre, ceux qui sont dans la danse, ceux qui sont dans la musique, ceux qui sont dans le cinéma. Il peut y avoir effectivement là aussi de la créativité. Et je pense qu'il y a eu un exemple à Marseille, mais dans toute une série d'agglomérations de ce pays, il y a un développement de ces structures où des collectifs d'artistes sont hébergés. La question des groupements d'employeurs, effectivement, elle pourrait aussi trouver sa place, notamment sur l'accompagnement, services support, c'est-à-dire toutes les fonctions un peu administratives qui entourent la création artistique. Alors, Monsieur Rogemont. Merci. Sur la question que le président posait tout à l'heure sur l'impact des politiques audiovisuelles des régions, il faut faire très attention, Monsieur le Président, ce n'est pas simplement le cinéma qui crée des emplois, et pas tellement d'ailleurs, c'est la production audiovisuelle, et je pense que c'est important de le signaler parce que l'essentiel des aides des régions participe effectivement à fixer de l'emploi, moins dans le cinéma, qui est occasionnel, que dans une production audiovisuelle qui est plus permanente. Bon, ma question est sur les arts plastiques, parce que je reste là et sur une interrogation forte de la part des artistes sur la façon dont ils sont rémunérés. Ils ont l'impression que les collectivités territoriales, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant, hein, on vous offre la possibilité d'être vu et donc éventuellement d'être reconnu et pourquoi pas rémunéré. Voilà. Mais ils ont à dire que le fait d'être vu dans les locaux des collectivités participe à un acte culturel des collectivités territoriales qui n'est pas rémunéré. Et donc là, il s'interroge sur la forme que devraient prendre les relations entre les artistes arts plastiques et les collectivités pour qu'il y ait une plus grande attention, parce que d'abord, ils ne sont pas obligés de vendre, enfin, ils ne sont pas sûrs d'avoir, etc., mais ils sont toujours les derniers roues de la charrette, quoi, hein, dans cette affaire-là. Donc ça, c'est une question, comment vous réagissez un peu par rapport à cela. Sur la rémunération, mais là, c'est une réflexion personnelle, sur la rémunération des artistes,
puisque la question a été vue. C'est Adam Smith qui disait ça, quoi, qui analysait déjà la question des artistes en disant qu'il y avait d'abord une rémunération personnelle, parce que, comme il analysait de la même façon que toi, Karine, en disant c'est des gens qui sont à un niveau culturel plutôt plus élevé que la moyenne, etc., et que c'était déjà pour eux-mêmes une rémunération, et puis que la deuxième chose, c'était la loterie, quoi. On ne sait jamais, des fois, on peut gagner beaucoup d'argent. Ça suggère une réflexion de... Ouais. On a la même difficulté, c'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition nos salles, on peut faire des contrats quand il y a des structures sociétales dans lesquelles les artistes sont engagés, où on peut imaginer une forme de rémunération. Après, il y a la question des droits d'auteur, mais dans la mesure où on n'acquiert pas l'œuvre, c'est compliqué. Après, il y a une autre question qui nous est posée aujourd'hui par les plasticiens et d'autres métiers qu'il faudra intégrer très rapidement, c'est la directive sur la numérisation. Donc il faut peut-être regarder à un moment donné comment on aborde cette question par rapport à la question plus générale que nous avons rencontrée dans quelques métiers culturels, dont les archives. Et on a fait des découvertes un peu tard et un peu cruelles, mais qu'est-ce que la numérisation du patrimoine culturel va percuter aujourd'hui sur toute cette politique que nous mettons en œuvre et qui est quand même très française, quoi. Bon, donc la question des droits d'auteur, elle est dans la directive numérisation. Elle va être vraiment mise à mal. Et la question que vous posez sur le recours aux formes alternatives d'organisation et de groupement, à un moment donné aussi, elle va pour nous poser un problème de nature, d'environnement européen. C'est tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour limiter, on va dire, le droit communautaire limite l'intervention publique et le subventionnement. Donc on voit très très clairement dans quelques entrées comme les festivals une remise en cause du pacte public et du mode de financement public et les boîtes de production qui commencent à réclamer l'application stricte du droit communautaire de la concurrence. Donc là, je voudrais attirer votre attention sur des normes européennes et un dispositif qu'il faudrait anticiper, sinon on va se retrouver avec des difficultés qu'on ne sait déjà pas. Enfin, nous, on l'a déjà anticipé il y a 4 ou 5 ans, hein, mais ça commence à s'accélérer. En tout cas, la problématique d'Almunia, on commence à la connaître, on a obtenu pas mal de choses, mais celle de la numérisation du patrimoine culturel et de la constitution d'Europeana, pour nous, c'est une vraie question. Si demain, il faut livrer l'intégralité des biens culturels dont nous disposons dans nos archives, dans nos musées, dans nos... Enfin bref, tout, et que nous les libérions comme nous avons dû le faire pour les archives publiques et pour la généalogie, ça va poser un véritable problème. Voilà. Merci. Alors, on va passer au chaud du rapporteur. Chaud et froid, oui. Et non, rapidement, tout d'abord, je voulais vous prier de m'excuser d'avoir raté le début de votre interventions, mais comme je connais bien certains d'entre vous, je pense que je les récupérerai sans mal. J'aurai plein de questions que je ne vais pas poser parce qu'elles interfèrent sur les questions de décentralisation et donc j'imagine qu'on se reverra peut-être dans d'autres cénacles sur ces sujets, la clause générale, etc., qui, j'imagine, vous mobilisent. J'avais une question sur les licences dans... entrepreneurs au spectacle, très concrètement, vous pouvez les prendre et si vous les prenez, enfin les collectivités locales, qui la prend? Parce qu'elle est un peu directe, enfin elle est liée à une personne, donc l'élu, les services, etc. Voilà, finalement, est-ce que c'est bien normal? Est-ce que c'est bien normal puisque finalement ça vous permet, je suis dans la provocation, hein, j'en ai conscience, finalement tout d'un coup vous mettre justement d'avoir recours à l'intermittence et de contourner finalement certaines règles de l'action publique. Enfin, je veux dire, je ne pense pas ça, mais on pourrait très bien poser le sujet en ces termes-là. Est-ce que vous, dans vos associations, vous avez des réflexions là-dessus, des réflexions aussi sur les risques que ça peut comporter, hein? Bon, éventuellement, si la réponse est positive, on pourra creuser le sujet. Et dernier type de question sur le 1%
décoration culturelle. Vincent Tizan en a dit un mot. Quelle est là aussi votre réflexion? On a le sentiment qu'on n'y est pas, au 1%, alors que ça serait une manière de, là aussi, dynamiser. Notamment, ça a été une de nos premières auditions, les plasticiens ont quand même été demandeurs là-dessus, disant, bon, ben, finalement, si tous les donneurs d'ordre jouaient le jeu, ben ça améliorerait notre situation. Je voulais savoir si vous saviez, dans les associations, notamment de collectivités locales, une réflexion là-dessus. Oui, enfin, a priori, la licence, on peut la prendre, c'est le maire qui la prend, mais elle est prise de manière ponctuelle sur des opérations par projet. Et elle n'entraîne pas automatiquement le fait de pouvoir faire bénéficier des agents qui seraient salariés de la collectivité du régime d'intermittence. Hein. Ouais, d'accord, hein. Pas pensé, j'y avais même pas pensé. Non, c'est pas ça, mais de recourir à des. C'est une difficulté, il faut le dire, parce que moi je pense que ça n'est pas le rôle des élus de rentrer Vraiment, je suis même étonnée que ça ait pu être mis en place. C'est pas le rôle de l'élu d'être, comment dire, en capacité de juger, parce que c'est ça, hein, la licence, elle permet aussi à l'entrepreneur de faire des choix et de faire donc, en général, il faut le dire, mais nous sommes représentants d'élus à la culture, donc on a cet esprit-là. On considère que l'acte professionnel, l'élu ne doit pas interférer sur l'acte professionnel, et donc du coup on s'éloigne des perversités qui peuvent être induites par la prise de la licence d'entrepreneur du spectacle. Mais pour nous, c'est une conviction, mais c'est un message qu'il faut qu'on fasse passer à tous nos collègues. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a deux métiers. Il y a le métier d'élu et il y a le métier de professionnel. Oui, fonction, oui. T'as raison. On a... Oui, parce que sinon, on a des collectivités qui ont des têtes de ville où elles disposent des 3 licences en question. C'est la question des festivals, en fait. Pour les régions, ça je peux répondre, parce que nous on s'attache vraiment à chaque construction de lycée de respecter le 1% sur les arts plastiques. Mais ce que j'ai constaté, en fait, depuis que je suis élue régionale, c'est que bien souvent, les cabinets d'architectes s'emparent de cette question, et très souvent, le 1%, il a été conçu, proposé par un cabinet d'architecture plus qu'un artiste. Et donc, Vous voulez dire s'empare, c'est une manière de dire s'accapare. C'est un vrai questionnement, et du coup, depuis que j'ai été alertée par cette question, je suis extrêmement vigilante. J'ai fait passer le message que ce 1%, vraiment, il doit profiter aux artistes, aux plasticiens, et pas aux cabinets d'architectes. Faut noter que parfois dans les communes, souvent, enfin, ou même départements et régions, qui font œuvre de construction de bâtiments, il peut y avoir des manques de transversalité entre effectivement cette obligation du 1% qu'ont parfois les élus chargés de la culture, mais souvent le bâtiment en question il sera géré par le collègue de l'urbanisme ou des bâtiments, ou ainsi de suite, et on n'aura pas forcément la vigilance de bien voir si le projet qui se prépare, il est pensé avec cette dimension de 1%. Et c'est vrai que là, nous, au niveau des élus, il faut aussi une transversalité pour veiller à ce que les constructions, on n'oublie pas cette mention-là, parce que c'est aussi une part de l'identité future du bâtiment. Petit 1% dans les collèges aussi. Connaissance, oui. Mais c'est vrai, c'est ce que disent mes collègues. À un moment donné, c'est dans la conception du bâtiment ou dans la réalisation du bâtiment que se réalise le 1% et pas forcément dans l'œuvre qui est accueillie par le bâtiment. Voilà, mais ça fait c'est la pente naturelle du maître d'ouvrage, peut-être. On trouve souvent ça dans
comment dirais-je, dans l'enseigne, par exemple. Ça, on trouve ça assez souvent. C'est-à-dire que, en fait, la conception et le graphisme de l'identité visuelle du bâtiment, voilà, est considéré comme faisant partie du 1%. Mais ça peut être aussi une œuvre artistique. Merci en tout cas. Merci. Il ne vous reste pas une observation qui vous laisserait sur une frustration, Très bien. Précisément, moi je voudrais dire que on va faire une compilation des notes qu'on a reçues jusqu'à hier soir, hein, donc de ce qu'on a reçu comme élément pour vous transmettre un document écrit plus organisé que ce que j'ai sous les yeux là. Eh bien, merci. Et si d'aventure vous déjeunez, bon appétit.